Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série de balados, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin d'améliorer notre compréhension des troubles de mémoire et de réduire la stigmatisation. Notre invitée aujourd'hui est Jacinthe Savard, professeure à l'École des sciences de la réadaptation à l'Université d'Ottawa. Elle détient un baccalauréat en ergothérapie, une maîtrise en administration des services de santé et un doctorat en santé publique. Depuis quelques années, elle dirige un projet de recherche sur le test MoCA, donc le fameux Montreal Cognitive Assessment, qui est utilisé à travers le monde pour évaluer les troubles neurocognitifs. Dans ce projet, on cherche à vérifier si les résultats pour le test MoCA effectué en français et en anglais diffèrent chez les francophones de divers niveaux de bilinguisme. Au cours de sa carrière, Jacinthe s'est intéressée à la situation des francophones au Canada qui vivent en contexte minoritaire. En début d'entrevue, j'ai demandé à Jacinthe ce qui l'avait amené à se pencher sur cette problématique. Oui, j'ai toujours été intéressée à défendre le français. Moi, mon père était linguiste, alors la qualité du français chez nous, c'était important. Quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa, on m'a dit qu'on offrait le programme d'ergothérapie en français pour former des professionnels de la santé qui allaient pouvoir offrir des services en français en contexte minoritaire. Mais à ce moment-là, on formait nos futurs professionnels de la même façon à Ottawa qu'on l'aurait fait à Montréal ou à Québec. On croyait que ce qui était bon pour les francophones au Québec, c'était bon pour les francophones à l'extérieur du Québec aussi, ce qui est pas mauvais, mais on voyait pas qu'il y avait autre chose aussi, qu'il fallait un petit peu plus pour former, bien préparer les francophones en situation minoritaire à travailler en milieu anglo-dominant, dans le fond, en travailler entouré d'anglophones. Et c'est en 2008, il y a un rapport Leblanc qui est sorti sur la formation des futurs professionnels qui étaient formés en français, qui démontrait que même formés en français, ces gens-là s'affichaient pas toujours comme bilingues quand ils travaillaient dans un milieu où tout était en anglais autour d'eux. Ils OK? faisaient face à différents défis aussi de la part de leur employeur ou de leur milieu de travail, où c'était pas facile de s'afficher comme francophone. Donc, OK. ce rapport-là recommandait qu'on prépare mieux nos futurs professionnels à faire face aux enjeux spécifiques du travail en situation minoritaire. Entre 2019 et 2021, Jacinthe a supervisé un projet de recherche qui visait à mettre en lumière les barrières linguistiques associées au test MoCA. Dans le passage qui suit, j'ai demandé à Jacinthe de décrire les objectifs de ce projet réalisé par un groupe d'étudiants à la maîtrise en ergothérapie. On voulait évaluer si les résultats au test cognitif passé en français étaient différents de ceux qu'on obtient lorsqu'on passe le test en anglais chez les personnes qui disent avoir le français comme langue maternelle et vérifier si le fait que la personne se disait parfaitement bilingue ou seulement moyennement bilingue avait une influence. Donc, on faisait passer le test MoCA en français et une autre version. Il existe plusieurs versions du test MoCA. Donc, on choisissait une version 1, 2, 3. On pouvait choisir la version 1 en anglais, la version 2 en français ou la version 2 en anglais, la version 3 en français pour pas que ce soit exactement les mêmes questions, mais c'est des questions qui sont supposées être de niveau de difficulté équivalente. Donc, voir si les résultats du test passé en français étaient différents de ceux du test passé en anglais chez des francophones qui se disent bilingues, mais on leur demandait d'auto-évaluer leurs compétences en français et leurs compétences en anglais. Donc, comment vous diriez que vous êtes capable de parler, de comprendre, de lire et d'écrire chacune des deux langues, français et anglais. Ça, c'était l'auto-évaluation des compétences dans chacune des langues. Je voulais voir s'il y avait un lien entre cette auto-évaluation et le résultat au MoCA. Puis pourquoi on voulait voir ça? C'est parce que, bon, les communautés francophones en situation minoritaire n'ont pas toujours accès à des services de santé dans leur langue. Il y a des études, surtout internationales, qui ont dit que le fait de ne pas avoir de service dans notre langue, ça pouvait mener à des erreurs diagnostiques. Donc, on s'est dit pour l'évaluation du trouble cognitif, ça pourrait être un endroit où c'est pertinent de voir s'il y a une différence, puis si ça pourrait peut-être mener à des erreurs de diagnostic, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui s'étaient penchées sur les erreurs de diagnostic en contexte canadien. Ça, c'est des études qui viennent surtout du contexte international. Donc, pas nécessairement les différences entre français et anglais, mais sur différentes sortes, différentes formes de barrières linguistiques avec différentes langues. Et aussi parce que
en contexte francophone minoritaire au Canada, la plupart des francophones sont bilingues. Puis il y en a plusieurs Oui, qui disent ne pas savoir dans quelle langue elles vont être meilleures. Il y en a plusieurs qui disent ça me dérange pas d'avoir des services en anglais, je suis bilingue, jusqu'au moment où ils arrivent puis ils ont une difficulté. Mais avant de l'avoir, la difficulté, ils réalisent pas qu'ils vont l'avoir parce que dans leur vie de tous les jours, ils sont assez bilingues. Donc, on d'accord. trouvait que c'était important d'avoir ce regard-là spécifique pour les francophones en situation minoritaire. Pour les auditeurs qui connaissent pas le test MOCA, est-ce que vous pourriez expliquer brièvement qu'est-ce que c'est? Puis, comme il y a le nom Montreal dedans, j'imagine que c'est une invention canadienne. Est-ce que... Oui, oui. Oui, OK. Donc, le test MOCA, c'est un test de dépistage qui est le plus utilisé là, pour dépister différentes atteintes cognitives causées par, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou des traumatismes crâniens ou la maladie de Parkinson, mais c'est un test aussi qui permet de dépister des atteintes cognitives légères, contrairement aux tests qui existaient avant, qui étaient spécifiquement pour dépister l'Alzheimer. Puis les gens qui avaient des atteintes légères étaient réussi à avoir des résultats normaux. Donc, monsieur, c'est professeur Nasreddine qui était effectivement à Montréal qui a développé ce test en français et en anglais en même temps. Puis maintenant, il est validé en 35 langues, mais au départ, il a été créé en français OK. et en anglais. On se sert de ce test-là à travers le Dans monde? le monde, oui, OK. oui, Wow. Fait que ça oui. a fait ses preuves. Oui, puis c'est parce que justement, il y a un niveau de difficulté un petit peu plus grand que certains tests qui étaient utilisés auparavant, puis il permet de dépister des atteintes cognitives plus légères. L'idée, quand une personne a une atteinte cognitive légère, ça ne veut pas dire qu'elle a une démence, mais on sait qu'il y en a plusieurs que c'est le début d'une démence. Il y en a d'autres que ça va rester toujours léger, que ça ne va pas se changer en démence, mais il y en a plusieurs que c'est un indicateur de peut-être une démence qui s'en vient. Et comme maintenant, il existe des médicaments pour ralentir la progression de la démence, ben, on pense que c'est quand même utile de pouvoir la dépister plus rapidement. Est-ce que c'est un... Donc, Donc, c'est pas un test diagnostic. On fait pas non, ce test-là, puis selon le résultat, on dit vous avez l'Alzheimer, vous avez tel non, problème. C'est plus pour avoir une idée là, de oui, la c'est ça. situation cognitive de la Oui. personne qui passe le Puis, on ne test. devrait jamais faire un diagnostic de démence avec un seul test parce que il peut y avoir toutes sortes de raisons qui expliquent qu'une personne n'a pas un bon résultat cognitif à un moment donné. Si elle est plus stressée, si elle a des... Donc, il faut toujours compléter les tests comme ça avec des observations cliniques, avec peut-être des prises de sang aussi, si la personne est, ou des examens physiques, là, si la personne a fait une fièvre ou des choses comme ça peut affecter sa cognition. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui influencent la performance cognitive avant de dire que c'est une démence. Habituellement, pour diagnostiquer la démence, il faut que ça ait des impacts dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des gens, ce que M. Nasreddine a vu avec le test MOCA, c'est qu'il y a des gens qui commencent à avoir des difficultés cognitives qui n'ont pas encore d'impact dans leur vie de tous les jours parce qu'ils sont capables de compenser leur perte de mémoire par d'autres choses. Par exemple, en écrivant plus de notes ou en se faisant faire des rappels par des amis ou des choses comme ça, ils compensent. Donc, ça n'a pas trop d'impact dans la vie quotidienne. Mais je disais, c'est quand même bon d'avoir d'avoir un premier dépistage pour voir s'il y a un problème cognitif possible. Puis on peut faire des suivis à chaque année après, puis voir si, quand on voit qu'une personne, on a des inquiétudes, on peut assurer un suivi un petit peu plus rapproché pour pouvoir voir si ça évolue en démence ou pas. Oui. Et puis, c'est un test oral, je pense? C'est Oui. ça, c'est un test où il y a un évaluateur qui pose des questions. La plupart se répondent de manière orale, mais il y a aussi quelques items qui demandent d'écrire ou de dessiner. Donc, OK. le dessin, les gens sont souvent surpris parce que c'est bon. J'ai jamais été bon en dessin, mais ce qu'on regarde, c'est la façon dont la personne s'organise pour reproduire un dessin exactement comme il était. Donc, c'est pas que ça soit beau, mais c'est qu'il y ait le même nombre de lignes, le même nombre les mêmes angles aux mêmes endroits. Donc, comment elle s'organise pour faire tout ça. Donc, est-ce que ces fonctions de planification sont encore bonnes? C'est pas la beauté du dessin qu'on regarde, mais c'est est-ce qu'elle a planifié correctement pour arriver au résultat? D'accord. Alors, faut pas se sentir jugé. Non, c'est ça. Donc, c'est Et, un test qui prend environ 10 à 15 minutes. c'est pas Euh, long. c'est pas très long, non, c'est ça. Puis, il y a une trentaine ouais, il y a 30 points, 30 oui, 30 items qui sont, ben, il y a moins que 30 questions parce qu'il y a des questions où il y a plusieurs points, comme si on demande de retenir 5 mots, ben, ça donne un point pour chaque mot. D'accord. Mais il y a 30 points à la fin.
Mm. Et puis, quelle était la méthodologie de vos étudiants pour leur travail de recherche? Quels étaient les critères auxquels devaient correspondre les Oui. participants? Comment ça a été Donc, fait? pour le projet avec mes étudiants, on recherchait des personnes. Au départ, on voulait des personnes de 55 ans et plus parce que le test a été validé par Monsieur Nasreddine avec les personnes de 55 ans et plus. Mais puis on voulait aller dans des centres communautaires pour recruter les participants, dans des centres pour personnes âgées. Là, donc, on aurait été présenté lors d'un dîner, puis là, les gens qui sont intéressés nous donnent leur nom. Avec la pandémie, on n'a pas pu faire ça. Alors, Oui. on a recruté par les médias sociaux, puis on avait des craintes de pas avoir assez de monde si on gardait des critères trop stricts. Alors, on a dit 40 ans et plus. Et on demandait que les gens s'identifient comme francophones. Oui, Francophones, mais ils devaient être bilingues, hein, parler oui, ben l'anglais il fallait couramment. qu'ils puissent pas nécessairement parler anglais couramment. On dit être capable d'un niveau de bilinguisme minimal, comme être capable de commander au restaurant en anglais jusqu'à un niveau de bilinguisme parfait. Parce OK. qu'on veut pas juste des personnes parfaitement bilingues, on voulait voir justement si le niveau de bilinguisme avait une influence, mais on voulait pas non plus des personnes qui auraient été tellement, qui auraient pas compris du tout aucun mot d'anglais parce qu'ils se seraient sentis tellement mal lorsqu'on aurait fait le test en anglais avec eux. Parce que les participants ont fait le test MOCA 2 fois, si je comprends bien. Ils Oui, l'ont fait une ils fois en faisaient le test français, une MOCA fois une en fois en anglais. français. Oui, oui, exactement. D'accord. Oui, j'allais vous demander combien de Oui. personnes ont participé à ce... On avait 65 participants. D'accord. Mm. Quand même un bon nombre pour un projet étudiant, là. C'était vraiment, on était contents de ça. Et puis, à part faire le test MOCA 2 fois dans les deux langues, est-ce qu'il y avait d'autres activités ou est-ce qu'ils devaient Ben, ils répondre à un faisaient questionnaire ou... l'auto-évaluation de leur capacité en anglais et en français. D'accord. Donc, ils faisaient le test MOCA dans une langue. C'était le hasard qui déterminait si on commençait par le français ou l'anglais, parce qu'on voulait pas que ce soit. Il peut y avoir un effet d'apprentissage hein, quand on fait des tests comme ça. Donc, on voulait voir si c'était toujours le premier test qui était mieux réussi ou toujours le deuxième. Si c'est toujours le deuxième, on aurait dit il y a un effet d'apprentissage. Mais là, on a fait au hasard, français ou anglais en premier, puis c'était en général le français qui était mieux réussi chez la majorité de nos participants. Donc, c'était pas le fait de l'avoir fait en deuxième. Et puis, quelle conclusion ou quelle Oui. réponse est-ce que les étudiants ont trouvé là, à la fin de leur projet? Il y avait en général chez ces participants-là, euh, sur 65 participants, 38 ont eu un meilleur résultat en français. 11 avaient aucune différence et 16 avaient un meilleur résultat en anglais. Maintenant, si j'enlève ceux qui avaient une différence de seulement un point, parce que une différence d'un point, ça peut être dû au hasard, là. Au départ, on n'avait pas pensé ça comme ça, mais quand j'ai regardé les résultats nouveaux, je me suis dit, puis à force d'en faire, parce que maintenant, j'en ai fait moi-même passer des tests MOCA en français et en anglais à des participants, euh, je me dis, il y en a que je voyais qu'ils sont pas meilleurs en anglais ou meilleurs en français, même s'ils ont eu un point de différence, là, c'est juste un hasard cette journée-là. Donc, si j'enlève ceux qui ont eu juste un point de différence, on en a quand même 23 qui ont eu un meilleur résultat en français, donc qui ont eu au moins 2 points de plus en français sur les 65. Il y en avait 34 qui avaient aucune différence. Si je calcule qu'un point, c'est pas une différence. Et puis, la différence de 2 points, est-ce que vous avez eu des résultats où si les gens avaient passé le test MOCA dans la langue qui n'est pas leur langue première, le français, euh, ça aurait pu mener à des soupçons que, bon, il y a peut-être un trouble neurocognitif ou un début de trouble Oui. neurocognitif, alors que dans leur langue maternelle, il n'y en était rien. Exactement. En utilisant le score seuil habituel là, de 26 sur 30, qui est utilisé pour dépister un soupçon d'atteinte cognitive, 18% des participants, donc 12 sur 65, avaient obtenu un résultat en bas de 26 seulement en anglais. Donc, en français, il était en haut de 26. Donc, pour ces 12 personnes-là, ça aurait pu mener à des erreurs de diagnostic. C'est sûr que le score MOCA n'est pas suffisant pour poser un diagnostic. Comme je disais tantôt, ça doit être complété par d'autres observations cliniques, mais c'est quand même un résultat qui est pris en considération par les professionnels de la santé, puis qui peut les influencer un petit peu leur raisonnement clinique quand même. Puis, Oui, puis ça peut mener un peu à de ouais. l'angoisse peut-être pour la personne qui passe le test. Oui, oui, oui. Oui. Puis ça peut rester dans le dossier aussi, comme le résultat va rester dans le dossier, puis quelqu'un qui n'a pas le temps
beaucoup de temps, mais qui lit le dossier, voit le résultat, par exemple, 18 sur 30 au MOCA, OK, cette personne-là a un trouble cognitif, alors que peut-être que plus tard, il y a eu d'autres évaluations qui ont éliminé que c'était vraiment un trouble cognitif permanent, mais oups, il y a un soupçon. Chez un autre professionnel qui lit le dossier rapidement puis qui voit ce score-là, il y a un soupçon. Donc, ça peut avoir des conséquences. D'accord. Et puis pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on doit en venir à la conclusion ou c'est peut-être trop tôt là, pour en tirer des conclusions, mais que si on doit passer le test MOCA, on devrait vraiment insister pour le passer dans sa langue dominante? En général, oui, je dirais surtout pour ceux qui se sentent vraiment meilleurs dans une langue par rapport à l'autre, là. Je pense que pour eux, il n'y a pas de doute. Le doute persiste peut-être pour ceux qui ont une relativement bonne maîtrise des deux langues. Chez ces personnes-là, il y avait dans notre première étude, il y en avait plusieurs qui se disaient comme également compétents en français et en anglais. Puis parmi ceux-là, il y en a qui ont quand même eu 4 points de plus au MOCA en français. Puis il y en a d'autres qui ont eu de meilleurs résultats en anglais. Donc ceux qui se disaient équivalents, là, qui se disaient autant compétents en français qu'en anglais, j'en ai qui ont eu jusqu'à plusieurs, j'en ai trois qui ont eu vraiment un meilleur résultat en français. Et puis deux qui ont eu vraiment un meilleur résultat en anglais alors qu'ils se disaient parfaitement bilingues, si on veut, là, s'ils disaient équivalent, que leurs compétences en français et en anglais étaient équivalentes. D'accord. Donc, pour ces gens-là, le doute persiste et c'est ça qu'on veut voir là avec, on continue une nouvelle étude, on a entamé une nouvelle étude, puis on veut voir si on peut aller un petit peu plus loin que l'auto-évaluation du bilinguisme pour voir si on pourrait arriver en posant certaines questions aux participants à vraiment mieux identifier la langue dans laquelle ils devraient avoir un meilleur résultat. Grâce à une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada, Jacinthe a pu poursuivre le projet de recherche avec une équipe de chercheurs, collaborateurs et d'assistants de recherche. Ensemble, ils recrutent et testent des participants en Ontario et en Colombie-Britannique. J'ai demandé à Jacinthe de nous en dire plus sur cette nouvelle phase du projet. Oui, on vise à recruter 200 participants. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on veut évaluer encore une fois si les résultats sont différents quand le MOCA est passé en français et en anglais. Mais on veut vérifier dans quelle mesure ce résultat-là est influencé par le niveau de bilinguisme. Mais cette fois-ci, pas seulement le bilinguisme auto-évalué, mais on fait aussi passer des tests de compétences de vocabulaire en français et en anglais, puis des tests de fluidité en français et en anglais pour mesurer la compétence objectivement et non pas OK. seulement auto-évalué. Et on veut voir aussi si le niveau de fonctionnement cognitif influence aussi la différence. Notre hypothèse, c'est que peut-être lorsqu'on a un début de trouble cognitif, l'accès à notre langue seconde peut être plus difficile. On n'a pas des preuves solide de ça dans les écrits, mais on a beaucoup de témoignages de gens qui nous disent que avec la démence, ils ont perdu, leur proche a perdu accès à sa langue seconde. Donc, beaucoup de Oui, témoignages de on entend francophones qui ça. disent que leur parent a perdu l'accès à l'anglais avec la démence. Même si dans les écrits, quand on lit dans les écrits, c'est pas on on n'a pas des écrits qui nous disent que c'est ça pour tout le monde. Il peut y avoir d'autres facteurs qui influencent, puis il y a certaines personnes qui pourraient garder un meilleur accès à leur langue seconde qu'à leur langue première si ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas utilisé leur langue première. Mais en général, les témoignages sont à l'effet qu'on a un meilleur accès dans notre langue première quand on a un trouble cognitif, qu'on la conserve plus longtemps. Parce qu'avec les troubles cognitifs viennent des problèmes de langage. C'est pas, un trouble cognitif, c'est pas seulement un problème de mémoire, c'est un problème de plusieurs fonctions cognitives, hein. Si on a juste un problème de mémoire, c'est une amnésie, c'est pas une démence. Une OK. démence, c'est un problème, une atteinte de plusieurs fonctions cognitives. Donc, souvent, on va avoir euh, oui, des problèmes de mémoire, mais aussi des problèmes à planifier des choses, des problèmes à faire des abstractions, des problèmes à s'organiser, des problèmes de concentration et aussi des problèmes de langage peuvent venir avec la démence. Mais souvent, ce qu'on voit, ce que les gens nous disent, les témoignages qu'on a, c'est que les problèmes de langage sont apparents dans la langue seconde avant d'être apparents dans la langue première. Dans le projet, on veut voir si le niveau de bilinguisme influence la différence, puis si le niveau de fonctionnement cognitif actuel influence la différence entre le résultat au MOCA en français et en anglais. Puis on aimerait ça être capable de
proposer quelques questions qu'un professionnel de la santé pourrait poser à ses clients pour savoir si il devrait faire le test dans une langue ou dans l'autre quand la personne elle-même n'est pas capable de dire, quand la personne elle-même se dit, je suis bonne dans les deux langues. OK. Mais le but, ça va être encore de faire passer le test dans les deux langues pour pouvoir Oui, comparer les oui, c'est résultats. ça. Donc, dans le projet actuellement, on fait passer les tests MoCA en personne et non pas par vidéoconférence. On s'est aperçu qu'en vidéoconférence, les résultats étaient peut-être un petit peu moins fiables parce qu'il y a des gens qui regardaient il y a des questions d'orientation dans le test MoCA, donc il y a des gens qui regardaient la date sur leur ordinateur. Donc, il y avait des OK. petites choses comme ça qui étaient un peu moins fiables en vidéoconférence qu'en personne. Donc, on veut faire passer le test en personne. C'est la différence avec nos étudiants. Et on veut faire passer les tests de langage objectif en plus des tests, des questionnaires subjectifs. Et on veut faire passer un questionnaire aussi sur un questionnaire sur les antécédents médicaux pour voir s'il y a des antécédents médicaux qui Ah, pourraient OK. expliquer des atteintes cognitives et un questionnaire de perception sur les changements cognitifs. Donc, on demande aux gens une vingtaine de questions pour savoir s'ils pensent qu'ils réussissent mieux certaines activités de mémoire ou d'organisation ou moins bien qu'il y a 5 ans. Donc, pour voir s'ils perçoivent un changement cognitif chez eux-mêmes dans les 5 dernières années. Donc, ça, D'accord. c'est pour nous donner un petit peu des indicateurs de leur fonctionnement cognitif, en plus du résultat au test MoCA, naturellement, et pour nous aider à voir s'il y a des circonstances où c'est encore plus important de passer le test dans sa langue. C'est ça notre hypothèse, c'est que peut-être que quand on commence à avoir des troubles cognitifs, c'est encore plus important. Donc, on veut le vérifier là, avec la nouvelle étude. Qu'est-ce que vous espérez de ce travail de recherche? Est-ce que le but, ce serait d'être en mesure de faire des recommandations pour les Oui, professionnels de oui, la santé sur comment exactement. Oui, administrer le test pour les gens bilingues et puis oui, on veut voir deux choses. En fait, on veut voir la différence de résultats pour être capable de dire aux gens, ben, vous seriez mieux de le faire en français ou vous seriez mieux de le faire en anglais, ou pouvoir dire aux professionnels, ben, si vous posez telle ou telle question sur la compétence linguistique, vous seriez en mesure d'identifier si la personne est mieux de le faire en français ou en anglais. Ça, c'est un type de recommandation qu'on pourrait faire. L'autre type de recommandation qu'on pourrait faire, parce que dans certains milieux, ça sera jamais possible de faire l'évaluation dans la langue première. On veut regarder quels sont les items du test qui sont pas bien réussis quand on le fait pas dans notre langue. Donc, s'il y a des items qui sont moins bien réussis, mais peut-être de considérer d'exclure ces items-là puis de faire un score pondéré, si on veut, là, sans tenir compte de ces items-là. Donc, est-ce qu'il y a des items qui sont vraiment moins bien réussis dans sa langue seconde? OK, donc on pourrait même peut-être faire Oui, évoluer un petit peu le format du test. oui, c'est ça. Ou au moins l'interprétation des résultats, de dire si la personne n'a pas bien réussi tel item, mais c'est peut-être à cause de la langue. Tu sais, si je suis consciente que cette personne-là n'est pas parfaitement bilingue, oui, elle est bilingue, mais elle n'est pas parfaitement bilingue, mais je devrais considérer que cet item-là ne l'a pas réussi à cause de la langue et non pas à cause d'un trouble cognitif. Mon premier entretien avec Jacinthe a eu lieu en février 2025. À la fin de l'été 2025, j'ai eu l'occasion de m'entretenir à nouveau avec elle et de faire le point sur son projet de recherche. À ce moment-là, elle avait administré le test MoCA à 100 participants en milieu communautaire et à une vingtaine de participants en milieu clinique et prévoyait de poursuivre les entrevues en milieu clinique jusqu'à la fin septembre. Elle avait également commencé à analyser les données recueillies qui démontraient déjà des résultats très similaires au projet de recherche de ses étudiants complété en 2021. Donc, on a 36 personnes ou 40% de l'échantillon jusqu'à maintenant qui ont un résultat à peu près égal en français et en anglais. Donc, une différence de plus ou moins 1 point de différence. Mais on a 43% de notre échantillon qui a plus que 2 points de différence euh, en français, qui a une meilleure note en français de plus que 2 points de différence. Et ça va de plus de 2 points à plus de 11 points. Donc, même si l'écart Oh, moyen est faible, il y a des gens pour qui ça fait vraiment une différence. Parce qu'il y a des gens qui ont jusqu'à... Ben, 11 points, c'est juste une personne, mais il y a 5 personnes qui avaient 8 points de différence entre le résultat en français et le résultat en anglais. Il y a 7 personnes qui avaient entre 5 et 7 points de différence entre l'anglais et le français. Puis il y a 26 personnes qui avaient entre 2 et 4 points de différence entre le résultat français et anglais.
Et puis, ce qui est plus important encore, c'est il y en a des personnes dans les personnes qu'on a interviewées qui ont un score en bas du score seuil qui est considérés comme ayant des troubles cognitifs. C'est sûr que c'est un test de dépistage, donc on ne devrait pas se fier seulement à ce test-là pour faire un diagnostic. Mais on en a quand même comme un certain nombre qui sont en dessous du score seuil pour penser qu'ils ont un trouble cognitif, donc ils devraient être référés pour des examens plus approfondis pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont vraiment un trouble cognitif. Donc on en a 40% qui ont sous ce score seuil-là dans les deux langues. Donc, des personnes qui ont probablement un trouble cognitif, puisque le résultat est le même dans les deux langues, mais on en a 23% qui ont un résultat sous le score seuil seulement lorsqu'ils font le test en anglais. Alors, lorsqu'ils font le test en anglais, on dirait qu'ils pourraient avoir des troubles cognitifs, et lorsqu'ils le font en français, on n'identifierait pas de troubles cognitifs. Quand on Mhm. s'était parlé l'hiver, vous aviez dit qu'une des choses que vous alliez essayer de voir, c'est s'il y avait des questions en particulier qui étaient plus difficiles pour les Oui. personnes. Et puis peut-être qu'une des solutions, ça serait de modifier le test MOCA, de peut-être, si c'est pas possible de le faire passer dans dans la langue maternelle ou dominante de la personne, on pourrait peut-être au moins le modifier parce qu'il y a certaines questions qui vraiment, si, à moins d'être Mhm. parfaitement bilingue ou natif, tu sais, Oui. Qui sont plus difficiles. on sont plus Mais difficiles, c'est oui. sûr, oui. Et puis, on peut, sans modifier le test, on peut modifier la façon de le corriger. Donc, éliminer ces questions-là, puis faire un score pondéré, là. Donc, une des questions qui est souvent ratée par les personnes qui le font pas dans leur langue, en fait, les francophones qui le font en anglais, c'est la question du dessin de l'horloge. Bon, le dessin de Ah, l'horloge, le rond, les chiffres, ça va. Mais quand on dit placer l'heure, en français, on va dire placer l'heure à 9h10 ou placer l'heure à 10h05. Il y a différentes versions. Si je dis placer l'heure à 10h05, en anglais, c'est 5 past 10. J'ai plusieurs personnes francophones qui ont mis l'heure à 5h10 au lieu de 10h05 pour 5 past 10. Parce qu'en français, ça n'existe pas, cette forme-là de dire les minutes avant l'heure. OK. Hein? Quand on dit 5 past 10, on dit les minutes en premier, puis on dit l'heure en deuxième. Alors, j'ai beaucoup de francophones qui ont mis 5h10 au lieu de mettre 10h05 sur le dessin de l'horloge quand je leur dis set the time to 5 past 10. Fait que celle-là, c'en est une qui est fréquemment ratée par les francophones, pas par tout le monde, mais par une grosse proportion. L'autre qui est souvent raté, c'est la fluidité. On a plusieurs personnes. Dans le MOCA, on a un test de fluidité qui est semblable à ceux qu'on fait dans les tests de compétences linguistiques. Mais dans le MOCA, on donne le point si la personne a trouvé plus que 10 mots 11 mots en une minute. Donc, il faut avoir trouvé au moins 11 mots. Au moins 11 mots en une minute, on donne le point. Si elle a 10 mots et moins, on donne pas le point. Alors, ça m'est arrivé à quelques reprises là, de voir que des gens avaient 8, 9 mots en anglais, puis en avaient 11 ou 12 en français. Donc, avaient le point en français, puis avaient pas le point en anglais. Ça arrive quand même assez fréquemment, celle-là. Euh, j'ai pas compté le nombre pour l'instant, mais je sais que ça arrive fréquemment. Là, moi, ça m'est arrivé personnellement quand j'ai fait passer des tests, puis mes étudiantes qui ont fait passer des tests me l'ont relaté aussi. Une autre chose qu'on peut voir, mais là, c'est pas tout le monde, mais ça arrive, c'est la répétition de phrases. C'est un petit peu moins fréquent, mais ça arrive quand même assez souvent, la répétition de phrases. Donc, dans le test MOCA, il y a des phrases à répéter. Et puis, il faut les répéter avec tous les mots, donc sans oublier les articles et les prépositions. Et puis, quand les francophones répètent des phrases en anglais, ça arrive quand même assez souvent qu'ils se trompent pour une préposition ou un article, OK. par exemple, si on dit ses crayons et ses livres, là, ils vont dire les crayons et les livres. Ben, c'est en anglais, là, donc his books and pencils, ils vont dire the books and pencils ou their books and pencils. Donc, ils vont faire une petite erreur de mots. Et puis peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas tout le contexte pour savoir pourquoi c'est cet article ou cette préposition-là qui va là. En français, si c'est leur langue, peut-être que ça leur vient plus spontanément. Mais en anglais, ça leur vient peut-être moins spontanément. Puis là, il faut qu'ils répètent la phrase, puis ils n'ont peut-être pas saisi toutes les subtilités grammaticales de la phrase, donc c'est plus difficile de se rappeler peut-être, parce que, bon, il y en a qui l'ont juste de mémoire, mais ceux qui le ratent, souvent, ils vont rater un petit mot-clé comme ça, une préposition ils vont mettre un article au lieu d'un adjectif possessif, là. Donc, les petits mots-clés comme ça qui vont être changés.
Fait que celle-là aussi. Puis, c'est drôle, la répétition de mots, à la fin, il y a 5 mots à répéter. Donc, on donne 5 mots au début du test, puis on demande de s'en souvenir à la fin du test. Et ceux-là, c'est drôle parce que ceux-là, j'ai eu des gens qui ont eu meilleur en anglais, puis ils m'ont dit c'est parce que j'étais plus attentive en anglais parce que je pensais que j'aurais plus de misère. Et il y Ah, en a OK. d'autres que c'est le contraire. Ils ont eu meilleur en français, puis je voyais qu'ils étaient plus fatigués à la fin du test et puis c'était plus difficile de se faire le rappel des mots en anglais à la fin du test. Mais j'en ai d'autres que c'est le contraire qui m'ont dit, ben, j'ai eu meilleur en anglais, mais je pense que c'est parce que j'étais plus attentive ou plus attentif lorsque tu as dit les mots en anglais parce que je pensais avoir plus de misère dans le test en anglais. Fait que celle-là est D'accord. vraiment difficile à interpréter. Mais c'est les questions où on a vu le plus de différence. À ce stade-ci du projet, est-ce que vous avez l'impression selon vos résultats préliminaires déjà pour faire des premières recommandations, est-ce que déjà on voit que le test de compétences linguistiques, ça a l'air d'être quand même assez important? Oui. Cette compétence linguistique va nous aider à voir pour qui c'est vraiment important de faire le test en français. Probablement, c'est ce qu'on espère, mais si c'est pas ça, si c'est autre chose, si c'est plus l'histoire langagière, on va essayer de retirer quelques questions que les professionnels de la santé pourraient poser avant de choisir la langue dans laquelle ils font passer le test MOCA. Pour certains francophones ayant passé la majeure partie de leur vie dans une région majoritairement anglophone, il peut être difficile de déterminer la langue dans laquelle le test MOCA doit être administré. Dans ce passage, Jacinthe explique qu'il peut être difficile, même pour la personne concernée, d'indiquer aux professionnels de la santé dans quelle langue elle se sent le plus à l'aise. Il y avait quand même à peu près 30% des gens qui n'ont pas bien prédit dans quelle langue ils seraient le meilleur. OK. Donc, soit qu'ils ne savaient pas ou soit qu'ils l'ont mal prédit. Là. Il y en a, donc, il y en a à peu près 60-70% qui l'ont bien prédit, mais il y en a comme un 30-40% qui ne savaient pas ou qui ont mal prédit. Donc, Mais là, ceux qui ne savaient pas ou ceux qui prédisent mal, ben, des fois, ils vont demander ils peuvent demander leurs résultats dans une langue, mais c'est pas cette langue-là qui est la meilleure. donc, pour C'est les un des risques. personnes bilingues, est-ce que ça serait avantageux de faire le test dans les deux langues? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'est possible. Faudrait que le professionnel de la santé choisisse une version différente là, pour pas que la personne puisse juste faire la traduction du mot. Puis idéalement, pas la même journée. Quelles seront les prochaines étapes pour vous une fois votre analyse terminée? Comment allez-vous communiquer vos résultats et contribuer à faire évoluer la manière dont les cliniciens administrent le test MOCA? On va faire des présentations dans les milieux cliniques. Hmm. On va faire des présentations dans des conférences comme Journée Montfort où il y a beaucoup de médecins qui s'inscrivent. Mais il va falloir que j'aille faire des présentations aussi, qu'on aille faire des présentations dans des milieux plus anglophones aussi. Je pense au congrès de gériatrie, congrès de gérontologie, des choses comme ça, où les gens peuvent avoir l'information parfois un petit peu plus rapidement que d'attendre qu'un écrit soit publié. Mais même à ça, c'est pas suffisant pour faire changer les pratiques. Après ça, il faut qu'il y ait des champions dans les milieux qui disent, ben, regardez, là, il y a une recherche qui prouve ça, il faut qu'on change nos façons de faire. Et puis ça, nous, comme universitaires, on a moins de contrôle là-dessus, là, parce que c'est les personnes euh, qui font passer les tests qu'il faut qu'ils décident de changer leur pratique. C'est sûr que la recherche, on l'a fait en collaboration avec Montfort, donc on va avoir des champions dans ce milieu-là, des gens qui vont être convaincus, mais après ça, ça se rendra pas nécessairement partout Ouais. dans tous les milieux cliniques. J'espère que lors des présentations dans les conférences, je vais pouvoir sensibiliser assez de gens pour qu'il y en ait qui puissent continuer à porter le flambeau pour faire changer les pratiques, puis dire les personnes francophones, il faut vraiment qu'ils soient testées en français, puis celles qui ne le savent pas devraient être testées dans les deux langues. Là. Je pense que ce serait important. Donc, d'avoir des gens qui vont être convaincus par nos présentations, puis qui vont, elles, porter le flambeau de faire changer les pratiques. C'est ce qui conclut cet épisode. Nous remercions encore notre invitée, la professeure Jacinthe Savard de l'Université d'Ottawa. Cet épisode est diffusé dans le cadre d'un partenariat entre la Société Alzheimer de l'Ontario et le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead. La Société Alzheimer est ravie de jouer un rôle de leadership dans la production et la commercialisation de nos balados afin d'amplifier les voix des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur lié à la mémoire.
Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre page Facebook et, et notre site web au www.dementiadialogue.ca/French. Si vous souhaitez partager vos commentaires sur notre série, vous avez une suggestion sur un sujet que vous aimeriez que nous abordions ou si vous souhaitez participer à notre balado, veuillez nous en faire part en répondant au sondage disponible sur la page d'accueil du site Dementia Dialogue. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Merci d'avoir été des nôtres.